Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Bruno Le Maire, Fugue américaine et du roman de Virginie Grimaldi, Une belle vie. De quoi ça parle Non, enfin, c'est pas de quoi ça parle. Les raisons pour lesquelles j'ai laissé tomber celui de Bruno Le Maire sont assez claires pour moi. C'est que ça avait l'air d'être ennuyeux. Mais surtout, en fait, c'est même pas que ça avait l'air d'être ennuyeux, parce qu'à la limite, c'est pas grave, il y a beaucoup de romans qui le sont. Mais c'est le fait que, bah, bizarrement, je trouvais qu'il y avait pas grand chose à redire, parce qu'il n'écrit pas vraiment mal. Donc du coup, il aurait fallu euh, être assez pointilleux, assez dans le pinaillage, pour trouver des choses vraiment. Et en plus, peut-être que ça aurait été ridicule parce on aurait senti que c'était du pinaillage. Et d'autre part, c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont dit quand même hier que c'était con de passer, c'est même pas une question de prix, mais d'occuper son temps de cerveau disponible à lire Bruno Le Maire. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, quand on prend un peu de recul, c'est vrai que c'est con. J'ai d'autres choses à faire que de lire Bruno Le Maire, surtout si je peux même pas rigoler parce que c'est écrit avec les pieds. Donc voilà, je ne me prononce pas, je pense que c'est mieux écrit que ce qu'on croirait. Je pense que le fait qu'il y ait des passages érotiques qui soient sortis et qu'on se moque de lui à cause de ça, je trouve qu'à la limite c'est presque un peu con parce que sur Babelio, j'ai vu par exemple qu'il y avait énormément de critiques de personnes qui n'ont pas lu le livre. Et je trouve que c'est un peu dommage de se prononcer sans savoir vraiment la qualité d'un texte. Donc là, je me prononce, mais je me prononce sur le fait que je me prononce pas. Et voilà. Et donc, je pense qu'il y a aussi un petit côté un peu, en plus, bouche pincée, un petit côté... je sais pas, moi, la vieille femme vachement croyante qui est vachement choquée du passage sexuel. Bon, les passages ont l'air d'être un peu... cru peut-être, mais ça me choque pas. Enfin, je veux dire, j'ai lu d'autres choses. D'ailleurs, je crois que Nicolas Mathieu s'est amusé à le réécrire, le passage. Et je sais même pas si je préférais la version de Nicolas Mathieu. Mais je reparlerai de Nicolas Mathieu dans cette vidéo et en bien. Donc voilà. Concernant Virginie Grimaldi, c'est plus compliqué, en fait. Parce que je sens que par rapport à elle, il va falloir essayer de la critiquer d'une manière assez objective, sans que les personnes qui l'apprécient se sentent méprisées. Et ça va être difficile parce que son écriture est très plate et très simple, et que j'ai l'impression que c'est comme pour Amélie Nothomb, un livre qui a été écrit pour des enfants de, je dirais, une douzaine d'années. Bon, peut-être pas, peut-être que j'exagère, mais peut-être des adolescentes sinon. Ou des livres de mamie. D'ailleurs, on observera que dans ces titres, il y a 2 titres avec le mot mamie dedans. Donc je pense que c'est vraiment de la littérature de canapé. Déjà, je trouve qu'elle alterne entre les moments au présent et les moments d'enfance, et que pour les moments de l'enfance, elle écrit très mal. Elle écrit très mal le point de vue de l'enfant. Elle ne connaît pas, on a l'impression qu'elle ne connaît pas les enfants, qu'elle ne connaît pas leur manière de s'exprimer, qu'elle les met tous dans le même sac, dans un sac qui serait une sorte de cliché de publicité. C'est l'impression que j'ai souvent quand on regarde une pub et qu'il y a un enfant, ça va être l'enfant qui est attendrissant, l'enfont qui va zozoter, l'enfant qui, sinon, peut avoir une certaine sagesse. Et là, c'est tout à fait ça. C'est vraiment des enfants qui ont rien d'enfantin. C'est des enfants vus par l'adulte. Et je trouve que ça aurait été vachement intéressant pour ces passages, si elle avait voulu peut-être faire autre chose que du Grimaldi, se réinventer, c'est s'inspirer peut-être du flux de conscience, comme chez Joyce ou chez Faulkner. Mais là, je sais que ça va faire foutage de gueule de parler de Joyce et de Faulkner en évoquant Grimaldi, mais peut-être pas forcément totalement comme ça, pour que pas perdre totalement le lecteur, mais c'est vrai de faire quelque chose d'haché, quelque chose de diffracté, comme par exemple, là en fait, ce qui est étrange, c'est que les enfants font que parler de leurs parents, et que dans la vraie vie, en fait, les enfants sont des êtres assez autocentrés, et que même quand ils sentent les disputes, c'est quelque chose qu'ils ne sentent, qu'ils ne se formulent pas. Sauf que les enfants font que dire ce qui se passe dans la famille pour faire avancer le récit.
si on avait voulu en faire quelque chose d'intéressant, on aurait pu mettre par exemple un animal de compagnie et voir l'enfant qui est tout le temps fourré avec cet animal de compagnie, voir son regard, voir comment il se concentre sur la fourrure, sur la poussière sur la fourrure, sur le soleil sur la fourrure, l'odeur du soleil sur la fourrure de l'animal, et que à force d'avoir ce point de vue vraiment très microscopique, très zoomant sur ce qui l'entoure, on aurait pu se dire, c'est bizarre, cet enfant a l'air seul, par exemple. Cet enfant, où sont les parents? Et donc comprendre dans la suggestion, dans le non-dit, qu'il y a un problème avec la famille. Enfin, voilà comment moi j'aurais vu le truc, mais bon, je pense qu'elle n'est pas dans la suggestion. Et la littérature, c'est l'art de la suggestion. Et la littérature sur l'enfance, ça l'est encore plus, pour ne pas faire justement quelque chose à la Nothomb ou à la Grimaldi, qui soit juste bébétifiant, qui soit juste... les faire parler comme des demeurés, les faire parler comme dans un livre, comme dans Choupi va sur le pot, quoi. Sauf que c'est des adultes qui vont lire en plus le livre à la fin. Donc il va falloir essayer d'en faire quelque chose de littéraire. C'est pas... Enfin, en plus, je trouve qu'il y a une certaine facilité. C'est-à-dire que sur ces passages, on sent qu'elle écrit comme ça lui vient. Mais sauf que quand ça nous vient, justement, quand c'est en flux de pensée, il y a plein de choses qui pourraient justement être intéressantes, qui pourraient être un peu décalées par rapport à ça. Sauf que non, elle va garder que ce qui est vraiment... qui est dans les clous. Sur le côté classe sociale, on peut remarquer que... Je crois que c'était quelque chose que j'avais déjà remarqué dans Raphaël Giordano, parce que j'ai lu déjà du feel good, comme quoi tout est possible. Donc il y a un côté, en fait, on voit ces personnages qui sont totalement décontextualisés, et on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas quels sont leurs métiers, on ne sait pas est-ce qu'ils ont des problèmes, comme la plupart des Français, avec leurs découvertes ou avec leurs factures. En fait, on oppose souvent la littérature populaire et la littérature des élites, on dirait. Sauf que moi, je trouve qu'ils sont autant à côté de la plaque l'un que l'autre dans le cas présent. C'est-à-dire que comment il s'appelle, de la cour, je sais pas comment on dit, et autant à côté de la plaque que Grimaldi. Les deux sont totalement hors contrainte. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on n'a aucune idée de ce qui peut contraindre... ou ce qui peut ne pas contraindre, étonnamment, les personnages chez Grimaldi. Parce qu'avec Grimaldi, ça va être l'affectif totémique. En fait, l'affectivité entre les personnages, c'est les souvenirs avec la grand-mère, c'est ramasser les coquillages, c'est ce genre de trucs qui sont bien mignons, qui font partie de la vie, mais qui sont là, je crois, pour plaire à tout le monde. En fait, Grimaldi veut tellement plaire qu'elle va gommer tout ce qui pourrait différencier les gens d'un point de vue social. Ce qu'on peut aussi observer, c'est que la relation entre les deux sœurs est la relation archétypale par essence de la fraternité, que ce soit à la télé ou que ce soit dans les livres. Ça va être deux sœurs qui sont un peu éloignées par les expériences de la vie, qui ne se parlent plus depuis 5 ans. Surtout, il va y en avoir une qui sera un peu plus responsable et l'autre qui sera un peu plus rebelle. Celle qui est un peu plus rebelle va permettre à Grimaldi de mettre des blagues qui sont vraiment... Enfin, je vais vous mettre des exemples. Je sais pas si je vais vous les lire là, mais je vais vous les mettre en post-prod. Avec ce qui est rigolo avec ce personnage rebelle, c'est que c'est le rebelle vu par quelqu'un d'un peu gnangnan. Sa seule rébellion, je crois, que c'est le fait de fumer. Ce sont des êtres qui sont asexués. En fait, c'est ça par rapport à l'affectif dont je parlais. J'ai l'impression que les personnages chez Grimaldi, ça sera toujours la petite fille. C'est pour ça que c'est pour moi des livres pour grand-mère. Il y a rien de... Elles sont non désirantes, il n'y a aucune aspérité dans ces personnages. C'est cul à praline, il n'y a aucune conflictualité. C'est ce que j'avais ressenti avec Raphaël Giordano. Ce côté feel good, en fait, il est extrêmement déprimant. Parce que nous, on est des personnes dans la vraie vie, et on a tous des problèmes plus ou moins graves, mais des problèmes qui sont autres que juste quelques kilos en trop ou un boulot un peu plan-plan. Et que de lire ça pour se remonter le moral, moi, à chaque fois, je préfère vraiment lire des livres où les gens sont vraiment dans la merde et qu'on a l'impression presque finalement de se dire « Ah moi, je ne suis pas si malchanceux que ça finalement ». Alors que eux, à chaque fois que je lis ça, j'ai l'impression d'être un être anormal,
d'être vraiment l'anormalité, d'avoir des émotions bizarres, d'avoir des pensées bizarres, d'être bizarre en fait. Et je crois que c'était un gars du Masque et de la Plume qui disait ça, qu'il y avait quelque chose d'extrêmement déprimant, aussi sur le fait de se dire c'est ça qui plaît à la plupart des gens. Mais c'est étonnant, quoi. Ça veut dire que les gens ont vraiment aucun palais, ont vraiment aucun goût, ont besoin de quelque chose qui soit comme une purée mousseline, qui soit vraiment inodore, sans saveur. Parce que on pourrait se poser des questions sur le côté non-conflictualité. Mais je crois que le problème de la littérature feel-good, c'est qu'elle a abandonné le roman pour choisir le manuel de développement personnel et d'y coller d'une manière assez schématique une intrigue. Avec Raphaël Giordano, je crois que c'était encore plus latent, donc c'était encore pire. Mais avec Grimaldi, c'est un peu ça. On le sait à la lecture que tous les conflits vont se... Enfin, que presque l'absence de conflit, mais que les seules petites miettes de conflit vont se résoudre au dernier quart. On sait que la plus jeune, elle va terminer avec Joachim, le fils du voisin. On sait qu'elles vont retrouver le chat. On sait qu'elles vont rencontrer l'ancien mec de la grand-mère avant qu'elle meure. On le sait, tout ça. C'est pour ça que je l'ai pas terminé. C'est parce que je savais que j'allais avoir la soupe que j'ai prémâchée dès le départ. Et donc, toutes ces petites scénettes qui sont là juste pour en tirer une leçon de vie sur la sororité, c'est ça, c'est le truc, ça m'a vraiment fait penser à Nothomb. C'est exactement le même délire de, en ce moment la sororité ça marche, on va faire un livre sur la sororité, sur deux sœurs. Bref, ce côté est à la fois tire-larme, comme le serait un mélo, mais vraiment le mélo derrière les fagots qui est vraiment poussif, et un épisode de Plus belle la vie. Et ce qui me fait rire, c'est que les gens qui lisent ça pensent qu'ils sont sûrement plus cultivés ou plus intelligents parce qu'ils lisent plutôt que de regarder Plus belle la vie. Mais moi je pense que c'est pareil, je suis sûre que même Plus belle la vie c'est plus marrant. Parce que, encore une fois, je l'avais déjà dit, c'est pas parce qu'on lit que ça nous donne une carte culture. Faut pas sacraliser l'acte de lire. Parce qu'on peut lire des manuels des manuels d'aspirateurs ou ce genre de trucs. Enfin, c'est pas parce qu'on lit qu'on fait quelque chose de sacré. Et je pense que l'édition a tendance à jouer sur cette idée préconçue, qui est que lire, c'est forcément acquérir, c'est forcément s'élever. Ouais. C'est être dans l'édification, et que ce soit en positif ou en négatif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui lisent de très bons livres et qui vont penser la même chose. Il y a des gens qui lisent de très mauvais livres et qui vont penser la même chose. Là, dans ce cas-là, c'est de ça dont je parle. Ils se pensent supérieurs peut-être à ceux qui vont regarder de la télé-réalité ou Plus belle la vie, mais je pense que c'est un écueil de penser qu'il y a une édification morale ou intellectuelle dans le fait que, en fait, lire n'apporte rien de plus que le fait de lire. On ne demande pas au livre de nous changer, c'est une idée qui est que tout le monde a comme ça, de se dire les livres changent le monde, mais c'est faux, les livres ne changent pas le monde. Et l'idée que ces livres-là, feel good, soient là pour nous faire du bien, c'est aussi nier le fait qu'il y a un pouvoir cathartique déjà à la littérature, ce dont j'avais parlé, mais aussi, en fait, je sais que là ça a l'air un peu confus, mais ce que je veux dire c'est que hier, quand j'ai fait ce post, il y a beaucoup de gens qui me sont tombés dessus de personnes qui me sont tombées dessus sur Facebook, sur le fait que c'était une autrice qui avait beaucoup de lecteurs, donc forcément, déjà c'est bien. Donc ça, c'est déjà une idée très fausse. La popularité n'a jamais rien dit sur la qualité d'un texte. Et aussi qu'elle faisait du bien. En fait, on sent que c'est ça, elle fait du bien. Donc pourquoi gâcher ça aux gens ? Mais je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur le côté adoucissant de cette littérature. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt s'interroger sur les raisons pour lesquelles on va mal ? Est-ce qu'on ne devrait pas se demander pourquoi je suis en colère plutôt ? Écouter ces sensations, ces sentiments. Si je suis en colère, peut-être que si j'autorise d'écouter cette colère, je saurai que c'est peut-être une colère qui est légitime. C'est peut-être une colère qui est là et qui a sa place. C'est peut-être juste d'être en colère. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'être endormi. Peut-être que vous, en aimant ça, et je sais que vous reconnaîtrez, vous êtes conditionné à aimer ça. Peut-être que moi, je suis conditionnée aussi à ne pas aimer. Peut-être que les gars sur Internet, sur France Inter sont conditionnés à ne même pas connaître ça. En fait, il y a quelque chose de... On dit que la littérature populaire est bien parce qu'elle a ce côté social, qui a fait lire les classes populaires. Mais je pense que c'est une erreur. Surtout si c'est ça qui est vraiment le plus lu, parce que
Là, ça va être fourmillant et je vais me perdre peut-être dans ma pensée, mais au XIXe siècle, la littérature populaire, c'était Zola. Qu'est-ce qui a fait pour que ça devienne Grimaldi, en fait ? Mais ça, déjà, ça pourrait être méprisant. Donc on peut enlever cet argument et se dire, pourquoi c'est la littérature feel-good qui est la plus lue ? Est-ce qu'il n'y aurait pas justement une colère ou une tristesse à écouter venant de la population ? Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que si on a besoin d'être rassuré, d'être coucouné, c'est qu'il y a quelque chose qui va mal ? Est-ce qu'on ne peut pas se dire que si les classes dominantes nous proposent des adoucissants, des petits lexomiles en livres, c'est que peut-être ils ont besoin justement qu'on reste conditionné à se complaire de ce qu'on a, même si je ne dis pas que les livres vont forcément nous sortir de notre classe sociale, mais peut-être que certains livres, je pense justement à Nicolas Mathieu, qui est aussi une littérature populaire, parce que Nicolas Mathieu a vraiment un cœur de rester accessible à tous, et ben, est-ce que lui, il va faire le truc de virer tous les marqueurs sociaux ? Est-ce qu'il va pas nous permettre justement de voir notre classe sociale, de voir où on est, de voir que justement on est conditionné, et en prendre conscience, c'est déjà un premier pas. Alors là, je sais que vous allez me détester pour tout ce que j'ai dit sur Grimaldi. C'est pas grave, parce que je sais qu'au fond, peut-être quelque part, il y a une petite graine qui va germer au moment où vous allez ouvrir le prochain, et vous allez peut-être, malgré vous, essayer de voir ce qui ne va pas dans ces livres, ce qui ne va pas dans le côté sujet, verbe, complément. Pourquoi on nous vend des livres qui font même pas, où les phrases les plus longues ne font même pas 8 mots ? Pourquoi on essaie vraiment de nous donner quelque chose, de nous donner de la vaseline en peau ? Je postillonne. Pourquoi ? Est-ce qu'on peut pas s'interroger sur ça ? En gros, comment ça peut être un bon moment ? C'est ça que je comprends pas. Il y a aucune histoire dans ce livre, tu vois. C'est juste un... Tu vois, c'est juste un truc de développement personnel où tout le monde est gentil, tout le monde est beau, et puis même quand mamie elle meurt, à la fin on est plus proche de sa sœur, alors tout va bien, tu vois. Et c'est nul, et c'est plein de bons sentiments, et c'est sirupeux, et tout est calibré, tu vois, c'est genre vraiment, c'est super énervant. Bon, on va rester sur cette impuissance-là, de cet énervement stupide. Je vous remercie. Le prochain, ce sera un livre qui sera mieux, parce que je ne vais pas rester sur cette note-là. Je vous remercie de m'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt.